Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces différents propos-là? D'abord, il faut garder en tête que les vertus et les talents individuels font une grande différence dans le succès qu'on va avoir dans le marché. Donc, évidemment, si vous avez de la difficulté à patiner et que vous patinez sur la bottine, vous ne ferez pas la Ligue nationale. Et ça n'a rien à voir avec le fait que vous mesurez 5 pieds ou que, justement, vous n'avez pas eu accès à une patinoire avant l'âge de 19 ans. Il y a une question de vertu, une question de talent qui va expliquer que vous ayez plus ou moins de succès. Sauf que ce n'est pas tout. Donc, pour certains, en fait, l'histoire s'arrête là. Vous avez du talent, vous réussissez. Vous n'avez pas de talent, vous ne réussissez pas. Et là, dans le talent, on peut inclure, par exemple, justement, la discipline, l'ardeur au travail, l'assiduité, etc. Il y a d'autres éléments, en fait, qu'il faut absolument prendre en considération. D'abord, le développement de ces vertus et de ces talents. Donc, le fait que vous soyez ici aujourd'hui, ça veut dire, en fait, que soit vous êtes inscrit au cégep ou que vous avez un intérêt, justement, pour le développement de certaines connaissances. S'il n'y avait pas d'infrastructure telle que celle qu'offre le système collégial, ben, vous avez peut-être beau être une personne excessivement brillante, mais tout seul chez vous, sans l'apport de livres, sans accès à Internet, sans personne, en fait, pour stimuler ces réflexions-là, votre talent resterait très peu utile pour vous. Donc, il faut prendre en considération qu'un talent laissé seul, ça vaut rien, en fait. Un talent devient utile et devient valable pour un individu à partir du moment où il dispose de certaines ressources pour le développer. Ça prend aussi une demande pour ces vertus et pour ces talents-là. Donc, quand on prend, par exemple, le cas des joueurs du hockey professionnel, si vous êtes un homme qui joue dans la plus grande ligue de hockey professionnel au monde et que vous êtes le meilleur de cette ligue-là, vous faites environ 12 millions par année. Si vous êtes une femme qui joue dans le meilleur circuit de hockey mondial et que vous êtes la meilleure de ce circuit-là, vous faites, dans vos bonnes années, 36 000 $ par année. Est-ce que ça veut dire que l'homme a un talent qui est ridiculement plus grand que celui de la femme? Absolument pas. Les deux ont des talents exceptionnels. La différence, c'est qu'il n'y a pas de demande pour voir à l'œuvre les talents féminins. Donc, on peut trouver que c'est triste, mais c'est une réalité avec laquelle il faut faire. Donc, il y a finalement, en fait, les normes de toutes sortes. Et je vais passer rapidement, on développe plus longuement dans le livre. Donc, il y a des normes qui semblent complètement inoffensives, mais qui ont un impact radical sur notre vie. Si vous êtes né après le 1er octobre, en fait, si vous êtes né le 1er octobre, vous avez passé toute votre vie à être l'aîné dans vos classes. Donc, si vous êtes né, évidemment, à la fin septembre, vous avez passé votre vie à être le cadet dans vos classes. Donc, on peut dire, ben, c'est peut-être un désavantage quand on joue au ballon chasseur, mais à part ça, c'est pas trop pire. En fait, on a identifié qu'il y avait une différence de 14 % dans les résultats obtenus par les plus vieux et par les plus jeunes en moyenne à un niveau particulier. Et l'étude a été faite en 4e année. Donc, vous allez dire, ouais, mais bon, 4e année, on ne me demande pas mon diplôme de 4e année quand je postule pour un emploi, le 14 % ne fait pas beaucoup de différence. Au contraire, si vous avez eu accès à des bonnes universités ou à des bonnes écoles secondaires, à des programmes particuliers, etc., c'est basé sur vos notes. Si vous n'avez pas eu accès à ces écoles-là, c'est encore une fois basé sur vos notes. Donc, les notes que vous avez au primaire déterminent à quel programme vous allez avoir accès à l'école secondaire, qui par la suite détermine à quel programme vous allez avoir accès au collège et qui détermine par la suite à quel programme vous allez avoir accès à l'université. Donc, évidemment, c'est des moyennes. Donc, on n'est pas en train de dire que si vous êtes né le 29 septembre, vous avez abandonné l'école, c'est peine perdue. Sauf que, en fait, ces normes-là, qui semblent tout à fait banales, on a décidé que la date, c'était le 1er octobre, mais ça a un impact qui est radicalement important pour les plus jeunes, justement, de notre population. Donc, ces gens-là ne sont pas moins brillants, ont rien fait de mal, mais ils vont malgré tout être désavantagés par rapport aux autres, justement, dans la compétition économique dans laquelle ils vont s'engager. Donc, les conclusions, en fait, c'est que notre richesse, d'une part, est collective, c'est-à-dire qu'elle est le résultat de la coopération sociale. Ce n'est pas le résultat d'un paquet d'homo cruzo economicus qui travaillent isolément et qui, justement, font de la richesse à partir de leur talent seul. C'est un effort collectif qui permet, en fait, la création de richesses absolument gigantesques. Notre richesse n'est pas le produit du seul mérite individuel, c'est aussi le mérite du développement de ce mérite-là et d'une demande, en fait, pour ces talents-là. Notre richesse exige la contribution de chacun à divers niveaux, notamment au niveau moral. Donc, si tout le monde aujourd'hui, ou si 15 % de la population aujourd'hui se dit « Moi, je ne respecte plus la loi, je m'en fous, je me mets à voler des gens, à tuer des gens, à violer des gens, peu importe »,
on ne sera jamais capable, en fait, de rétablir la paix par la répression, par le recours à la police, parce qu'il va y avoir trop de gens à discipliner. La seule façon dont on peut profiter d'une certaine stabilité ou d'une certaine paix sociale, c'est si tout le monde accepte de, justement, jouer le jeu et de respecter les règles qu'on s'est données. Donc, c'est à partir de cette compréhension-là de la production de la richesse qu'on peut arriver à justifier des redistributions plus importantes. Quand on redistribue des riches vers les pauvres, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on n'est pas en train de voler les riches pour donner à des pauvres, on est simplement en train de prendre la richesse qu'on a créée collectivement et de la répartir d'une façon qui nous semble plus adéquate ou plus utile. Voilà. Merci beaucoup.